C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin, sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous sommes bien le 1er juillet, date choisie par Binyamin Netanyahou pour entamer une démarche de souveraineté israélienne sur 30% de la Judée et de la Samarie. Et c'est naturellement ce dossier de la souveraineté qui est le plus dominant dans les premières pages des quotidiens et des sites d'information ce matin. C'est l'heure de la souveraineté, annonce en manchette et en évidence le Israël Hayom qui depuis le début ont sans doute fait campagne en faveur d'une telle démarche. Le quotidien gratuit nous révèle une partie des tractations entre Israël et les États-Unis, des tractations qui se poursuivent actuellement. Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du journal propose à ses lecteurs un guide complet du dossier de l'annexion. Efrat Porcher, elle est allée sur le terrain et elle constate surtout l'indifférence générale qui caractérise à la fois les habitants israéliens et palestiniens de la Judée et de la Samarie. Quant à Daniel Siroti, il affirme qu'actuellement la seule ou la principale préoccupation à Ramallah, c'est la lutte contre le coronavirus. Amnon Lord, dans son éditorial central, dont des extraits figurent en première page du Israël Hayom, écrit ce matin: il y aura toujours des arguments contre toute initiative, surtout lorsque celle-ci est audacieuse. Mais l'histoire d'Israël s'est forgée autour de démarches audacieuses, alors que les hésitations ont toujours conduit à des catastrophes. Nous avons aujourd'hui une fenêtre d'opportunité qui débute et qui risque de se refermer en novembre avec les présidentielles américains. Si en novembre prochain, un président démocrate est élu, on peut en déduire d'emblée qu'il ne sera pas favorable à l'État d'Israël, écrit Amnon Lord ce matin dans le Israël Hayom. Le Yediot Ahronoth, lui, est nettement plus nuancé dans son approche de l'instauration de la souveraineté, et cela explique pourquoi il a ouvert sa première page à un leader politique d'envergure internationale qui est considéré comme un véritable ami d'Israël, et pour cause, puisqu'il s'agit du Premier ministre britannique Boris Johnson. Dans un éditorial rédigé spécialement à cette occasion, donc l'occasion de ce 1er juillet, Johnson est très clair. C'est parce que je suis un fervent défenseur de l'État d'Israël que je m'oppose à toute démarche d'annexion, écrit-il, car l'annexion est contraire au droit international et qu'elle risque de remettre en cause tout le chemin parcouru par Israël sur la voie d'un rapprochement avec des pays arabes modérés. Les ennemis d'Israël profiteront de cette situation face à tous ceux qui rêvent d'une avancée au Proche-Orient, écrit ce matin Boris Johnson pour le Yediot Ahronoth. L'intégralité de cet éditorial est en page 2 et 3 du journal. Pour le Yediot Ahronoth, Binyamin Netanyahou ne devrait pas faire aujourd'hui de déclaration solennelle à propos de l'annexion. Pourquoi ? Tout simplement parce que selon le quotidien, la délégation américaine conduite par Avi Leibovitch, qui était au cours des derniers jours en Israël, elle est rentrée aux États-Unis sans avoir pu présenter un plan clair d'instauration de cette démarche. Hier, M. Netanyahou a affirmé qu'il allait plancher sur le dossier au cours des prochains jours, tandis que le journal affirme que pour l'instant, sur le terrain, la situation reste calme. Le site Ynet titre ce matin en page d'ouverture: nous sommes en juillet, mais l'annexion n'est pas encore au rendez-vous, et le site de proposer lui aussi à ses lecteurs un guide complet de l'annexion. Le Haaretz consacre cette année à cette annexion son éditorial central et il explique que le Premier ministre est monté sur ses grands chevaux dans ce dossier, qu'il a du mal à en redescendre, même si au cours des derniers jours, il a tenté de minimiser l'importance de la date du 1er juillet. Le Maariv, lui, ne mentionne pas cette démarche en titre d'ouverture de son site, mais il met en évidence une déclaration d'un haut fonctionnaire du Fatah qui affirme que si Israël le veut, les Palestiniens sont prêts à revenir à la table des négociations. Pour le Maariv, la priorité de ce matin, ce sont avant tout les déclarations virulentes faites hier soir par le Premier ministre à l'adresse du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit et de son équipe de juristes. M. Netanyahou n'a pas du tout apprécié les révélations faites hier soir par la chaîne 13 selon lesquelles de hauts fonctionnaires du parquet israélien auraient déclaré que s'il souhaitait se faire financer son procès par ses amis milliardaires, Netanyahou n'avait qu'à démissionner. Une déclaration faite dans le cadre du rejet par Mendelblit d'accorder au Premier ministre le droit de recevoir un don de 10 millions de shekels de la part d'un de ses amis milliardaires, Spencer Partridge, pour financer justement donc le coût élevé de son procès. Après avoir entendu le scoop de la chaîne 13, le Premier ministre a déclaré sur Facebook que le coup d'État, je le cite, de Mendelblit s'est révélé dans toute sa laideur. Il a reproché à Mendelblit de vouloir annuler le verdict des urnes, le verdict du peuple, des déclarations qui suscitent la polémique ce matin. Et le bureau du conseiller Mendelblit a publié un communiqué dans lequel il dément formellement que des juristes de son entourage aient tenu de tels propos envers Binyamin Netanyahou. Et puis l'ensemble des quotidiens israéliens reviennent sur les mesures que le ministère de la Santé publique réclame aujourd'hui pour tenter de neutraliser le rebond de l'épidémie de coronavirus remarqué ces dernières semaines en Israël. Dans une recommandation très sévère, le ministère de la Santé réclame l'instauration d'un couvre-feu
couvre-feu, même partiel, dans de dizaines de villes et localités israéliennes et même dans certains quartiers de Jérusalem. Les quotidiens expliquent également que ceux des Israéliens qui avaient envisagé de voyager en Europe durant l'été vont devoir déchanter. Israël ne compte pas parmi les pays dont les citoyens pourront pénétrer librement sur le sol européen durant cet été. Et puisque nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je voudrais terminer cette revue de la presse israélienne ce matin par une page historique que l'on trouve dans un remarquable article lu dans le supplément hebdomadaire du Makor Rishon, un supplément qui est intitulé Diokan. Cet article brosse un très intéressant portrait d'Herbert Samuel. Herbert Samuel fut le premier haut commissaire britannique sur la Palestine mandataire. Pourquoi en parler le 1er juillet ? Parce que c'est tout simplement le 1er juillet 1920, c'est-à-dire il y a un siècle jour pour jour, qu'Herbert Samuel a pris officiellement ses très hautes fonctions donc de haut-commissaire britannique de la Palestine mandataire. L'article souligne qu'Herbert Samuel était né en 1870 dans une famille juive britannique. Il était lui-même proche de la tradition juive. Très jeune, il avait adhéré aux idéaux du mouvement sioniste et avait été membre du Parlement britannique. C'est le général Allenby, commandant des forces britanniques en Palestine, qu'il avait pressenti pour être le premier Natsiv en hébreu, le premier haut-commissaire ou gouverneur de la Palestine mandataire. Herbert Samuel avait accepté le poste et l'article raconte comment l'arrivée d'un représentant de Sa Majesté, qui soit juif et de surcroît pratiquant, avait fait souffler un formidable vent d'émotion et d'élévation dans le vieux Yishuv de la terre d'Israël, certains allant même jusqu'à considérer Herbert Samuel comme le Mashiach, comme le Messie. Le supplément du Makor Rishon reprend même un article du Haaretz qui est daté du 2 août de 1920 qui relate l'accueil officiel fait à Herbert Samuel dans la grande synagogue de la vieille ville de Jérusalem lors du Shabbat Nachamu, le Shabbat de consolation qui suit Tisha B'Av. Un récit qui donne la chair de poule à celui qui le lit à la droite, et je vous en cite quelques extraits. À la droite du haut-commissaire britannique se trouvait le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. À sa gauche, le Rishon LeZion, le Rav Nissim Eliashar, écrit le Haaretz. Dans le public venu spécialement pour accueillir le haut-commissaire, on pouvait reconnaître Monsieur Eliezer Ben Yehuda, enveloppé de son talit, et Monsieur Zeev Jabotinsky. Le haut-commissaire a été appelé à la Torah en dernier. Il a embrassé le Sefer et a lu la Haftara de Nachamu, de consolation, dans un parchemin. Herbert Samuel a lu les bénédiction haut et clair, et l'émotion était palpable dans la synagogue. Et lorsqu'il a lu la bénédiction de Rachem, miséricorde pour Tzion, qui est le siège de notre vie, des larmes ont coulé des yeux de la plupart des fidèles présents, dont Monsieur Eliezer Ben Yehuda, écrit donc le journaliste du Haaretz. Mais au-delà, l'article relate aussi à quel point Herbert Samuel, qui était donc sioniste et ami du futur président de l'État Chaim Weizmann, a déçu ceux qui à son arrivée l'avaient pris pour le Messie. En effet, il rappelle que c'est Herbert Samuel qui, entre autres, a commis l'erreur de nommer au poste de mufti de Jérusalem Hadj Amin El-Husseini, qui sera le catalyseur de la révolte arabe quelques années plus tard, avant d'entretenir des relations privilégié avec le régime nazi et Adolf Hitler, à tel point que beaucoup de juifs du Yishuv l'ont traité de traître, Herbert Samuel, lorsqu'il a quitté la Palestine en 1925, peu après l'inauguration de l'université hébraïque de Jérusalem. Les historiens sont donc mitigés à son égard, mais tous admettent qu'il est resté sioniste durant toute sa vie. Herbert Samuel est décédé en 1963 à l'âge de 83 ans. Son petit-fils est devenu professeur à l'Institut Weizmann. Son arrière-petite-fille, Ruth Samuel Deloya, vit actuellement à Tel Aviv, la ville dont la promenade du bord de mer porte aujourd'hui le nom de son arrière-grand-père. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.